Salut à toutes, salut à tous, c'est Franck Taluto. William Saliba, Wesley Fofana ou encore Charles Abbey, la formation a repris du poids à Saint-Étienne avec l'arrivée de Claude Puel. Hasard du calendrier, le musée des Verts lui consacre justement son exposition temporaire. J'ai donc proposé à Philippe Gastal, son conservateur et historien du club, de nous en parler. Dessous de Verts, 9e numéro, c'est parti. Bonjour Philippe. Bonjour Franck. Merci de nous accueillir à nouveau au musée des Verts. Je dis à nouveau puisque c'est déjà ici, le mois dernier, que j'avais pu discuter avec Alain Blachon, un numéro qui est toujours disponible à l'écoute. Cette fois, je viens parler avec toi de la formation à la Stéphanoise, puisque c'est le thème de l'exposition temporaire que vous venez de lancer au musée des Verts et qui s'appelle La mine verte, histoire de la formation à l'AS Saint-Étienne. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, c'est une grande histoire dans la fabuleuse histoire de l'AS Saint-Étienne. Ça fait partie des piliers structurels, culturels de l'AS Saint-Étienne depuis 1950 et l'arrivée de Jean Snella. Donc près de 70 ans d'histoire de la formation à Saint-Étienne, la formation des jeunes. Donc c'est cette histoire que nous avons voulu raconter au public qui sera, j'espère, nombreux, qui viendra nombreux pour visiter cette nouvelle exposition temporaire. Parce que ça fait partie de la culture stéphanoise et toujours d'actualité, puisque l'AS Saint-Étienne détient le trophée de la Coupe Gambardella, puisqu'ils ont gagné cette coupe l'année passée en 2019, malheureusement éliminé cette année, mais ça fait partie intégrante de l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Qu'est-ce que on va retrouver sur place ? Qu'est-ce que les gens vont découvrir ? Disons que nous l'avons structuré de manière à avoir des prismes à la fois sur l'histoire, sur les acteurs, c'est-à-dire les joueurs, les éducateurs, les précurseurs. Tous les joueurs qui sont venus à l'AS Saint-Étienne ne sont pas tous restés, donc on a un petit focus sur un plan européen et mondial pour voir ce que sont devenus ces joueurs. Ne pas oublier également les féminines, ne pas oublier également les bénévoles, les autres grandes écoles de la formation en France. Donc voilà, c'est un focus sur la formation avec un grand F, puisque le football français est reconnu sur la planète entière pour la qualité de la formation des jeunes. Est-ce qu'il y a des objets, des trouvailles, des pépites que vous êtes fiers de présenter au public ? Oui, je pense en particulier, on a un très beau défilé de maillots, de maillots portés par des joueurs et qui ont été formés à l'AS Saint-Étienne. Je pense en particulier, c'est vrai que on a pu récupérer le maillot de Frédéric Mendy qui a remporté la Gambardella 98, un joueur également Alexandre Chaud 99, et puis également cette année nous avons plusieurs maillots de la dernière édition. Nous faisons également un focus avec 140, 150 photos qui met en avant justement la formation à la Stéphanoise depuis plusieurs décennies, donc des photos depuis 1958, date de la première finale de la Coupe Gambardella. Et puis nous avons le trophée de la Coupe Gambardella, le dernier trophée qui est visible lors de cette exposition temporaire. Cette expo, elle démarre donc courant mars. On pourra en profiter jusque quand ? Le plus souvent, on essaie quand même de laisser l'exposition temporaire au moins 7, 8, voire 9 mois. Donc, je pense qu'elle sera visible jusqu'à la fin de l'année, voire le tout début de l'année prochaine. Voilà, c'est une exposition qui est attendue par le public, encore une fois, parce que la formation représente un des vecteurs de qualité de l'AS Saint-Étienne, et en fonction de l'actualité, sachant que nous essaierons également de faire un clin d'œil également
l'année prochaine, donc c'est pas un scoop, mais presque, l'année prochaine, le stade Geoffroy Guichard va avoir 90 ans. Donc ça sera certainement la future exposition temporaire. Pour rester sur celle-ci, qui vous a déjà demandé beaucoup de travail, mais est-ce que vous avez en parallèle déjà programmé des événements, des animations particulières autour? Dans le temps, on peut penser que lors de séances de dédicaces, l'idée est de faire venir des joueurs formés au club et qui pourraient venir donc faire des séances de dédicaces, en particulier les jours de match, même si la saison tire à sa fin, mais également pour la saison prochaine. Pour entrer dans le vif du sujet, la création du club date de 1933 au niveau professionnel. Concrètement, la formation ici à Saint-Étienne, ça débute quand et comment? Parce que j'ai pu rencontrer Émile Robert pour le 2e numéro du podcast, qui expliquait que quand il était un jeune joueur, donc fin des années 1930, début des années 1940, ça n'existait pas. Tout simplement, l'entraînement des jeunes joueurs, ça se résumait à des tours de piste et du jeu avec le ballon. Ce côté précurseur, ce côté pionnier de l'AS Saint-Étienne, on peut le situer avec l'arrivée d'un homme qui a véritablement impulsé la formation à Saint-Étienne. C'est Jean Snella. C'est un ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, puisqu'il était arrivé au club en 38, quand le club était monté pour la première fois en première division. Avec les années de guerre, sa carrière à Saint-Étienne a été plus que perturbée. Il a joué encore en 45, 46, et dans la foulée, il est devenu entraîneur de l'équipe réserve, des amateurs. Mais en 1950, Pierre Guichard, le président de l'AS Saint-Étienne, qui était revenu aux affaires, a pensé à cet homme, Jean Snella, pour entraîner l'AS Saint-Étienne. Alors c'est vrai qu'au début, il n'était pas très chaud, mais il a réussi du moins Pierre Guichard, Pierre Garonner, son ami, ont réussi à le convaincre, et il est devenu donc l'entraîneur général de l'AS Saint-Étienne. Et très rapidement, il a voulu s'entourer de Pierre Garonner. Ils se sont vus tous les deux. Et Jean Snella lui a dit, écoute, c'est un moment clé de l'histoire du club. Le poumon d'un club, c'est le recrutement des jeunes en particulier. Et donc Pierre, je souhaiterais que tu t'occupes de ce domaine-là. Donc très rapidement, au début des années 50, Pierre Garonner a commencé son travail de fond à travers toute la France, avec des réseaux qu'il a améliorés année après année, souvent des réseaux d'anciens joueurs. Et rapidement, comme il était le seul dans ce secteur, puisqu'il a été un pionnier, un précurseur, donc le plus souvent, les meilleurs jeunes venaient sur Saint-Étienne. Alors au début, c'était des jeunes plus de la région centre, Auvergne. Je pense en particulier au Tilinski, je pense à Georges Perroche, Jean Lexiac, même si lui venait de Lille. Jacques Foy était arrivé également de son sud-ouest natal, mais en majorité c'était quand même des joueurs du centre de la France. Et donc tout est parti en fait au milieu des années 50 où les premiers résultats ont été au rendez-vous. Et au début de l'année, de la saison amateur, des grands amateurs, on disait à l'époque, 55-56, Jean Snella réunit cette équipe amateur, entraînée par Manuel Fernandez, un ancien joueur de l'ASS, et leur dit, écoutez, si vous êtes champion de France amateur, sachez que l'année prochaine, j'en prendrai un très grand nombre et je les incorporerai comme titulaires dans l'équipe professionnelle. Et il a tenu parole. Donc, on a vu à l'issue de la saison 55-56 ce premier titre de champion de France amateur. Et dans la foulée, Jean Snella donc incorpore, je vous ai parlé tout à l'heure des frères Tilinski, de Yvon Goujon, de Jean Lexiac, de René Ferrier.
Et Jean Snella, il avait cette idée, en fait, que des jeunes formés au club auraient plus d'allant, de spontanéité, d'esprit stéphanois pour enlever les premiers trophées. Mais il fallait les encadrer. Donc, en fait, c'est ce subtil panachage entre les jeunes et les anciens qui a remarquablement fonctionné dans cette saison 56-57, avec des cadres sur lesquels Jean Snella pouvait se reposer, et les jeunes, c'était très bien de les lancer, mais encore fallait-il que les anciens jouent le jeu et sachent bien les encadrer. Et donc ça a été véritablement, encore une fois, oui, ce panachage très subtil qui a fait le succès de l'AS Saint-Étienne et qui va nous amener à ce premier titre de champion de France en 57. Donc Jean Snella avait vu juste. Je vous ai parlé de Claude Dame, mais Bill Domingo, Kees Rijvers, et puis un tout jeune que l'on aurait pu pratiquement former, du moins il a fini sa formation à l'AS Saint-Étienne, ce jeune Algérien qui a débarqué à Saint-Étienne en août 54, Rachid Mekloufi. Et c'est vrai que cet amalgame a flambé. Et d'ailleurs, Gabriel Hanot, qui était un des grands journalistes de l'époque, a déclaré c'est certainement le plus beau champion de France de l'après-guerre. Donc, les résultats sont arrivés rapidement, puisque Manuel Fernandez avait été nommé entraîneur des grands amateurs en 55. Pierre Garonner avait commencé son travail 2-3 ans auparavant, 52, 53. Et dans la foulée, donc champion de France amateur 56 et champion de France professionnel 57. Il a fallu être un petit peu patient, mais bon, pour obtenir ce premier titre de champion de France, Jean Snella véritablement avait eu du flair et également bien aidé par le côté globe-trotter, le côté très expérimenté déjà de Pierre Garonner, parce que ces jeunes, certes, il faut aller les voir plusieurs fois, il faut les découvrir avec ces réseaux, ok, mais après il y a le joueur, mais il y a l'homme également. Et donc le plus souvent, Pierre Garonner allait voir la famille pour les convaincre, ces joueurs de venir jouer également à l'AS Saint-Étienne. Quoique dans les années 50, certains joueurs, c'était pas la peine de les convaincre, parce que quand je pense aux frères Tinaski en particulier, ou à Roland Mitorage un peu plus tard, quand vous savez que de 14 ans à 18 ans, le plus souvent, ils étaient au fond de la mine, et à 18 ans, ils sont venus jouer à l'AS Saint-Étienne. Donc, vous voyez un peu ce parcours atypique, incroyable, mais qui était bien lié à leur histoire, à leur destin et à l'histoire de l'AS Saint-Étienne et de la ville de Saint-Étienne. Alors, en citant Jean Snella, tu as anticipé une des questions que j'avais prévu de te poser, donc je vais venir dessus tout de suite. Pour toi, quels ont été les personnages clés de cette histoire de la formation ici? Je viens de l'évoquer, c'est Jean Snella. C'est véritablement lui qui a lancé, qui a impulsé l'idée créatrice de cette formation, parce qu'il pensait que ça correspondait totalement aux valeurs fondamentales, structurelles et culturelles de l'AS Saint-Étienne. Bien aidé par Pierre Garonner, donc je l'ai dit à l'instant, et puis après, l'homme qui a remplacé Jean Snella avait cette même idée directrice. Et là, je parle à partir de 1967 avec Monsieur Albert Batteux. Puisque les deux hommes étaient amis, et s'il y avait qu'un homme qui pouvait remplacer Jean Snella, c'était bien Monsieur Batteux, avec cette même idée de lancer des jeunes. Et d'ailleurs, l'année suivante, en 1968, est créé en France, à Saint-Étienne, le premier centre de formation, avec un premier responsable, Robert Philippe. Donc là, je viens d'évoquer en peu de temps 67, une deuxième
phase de cette histoire de la formation avec Monsieur Batteux, nommé entraîneur général en 67, et l'année suivante, la création du centre et l'arrivée comme responsable, premier directeur du centre de formation de l'AS Saint-Étienne, premier centre de formation en France, donc l'ASS a été pionnier également dans ce domaine-là, évidemment, Robert Philippe. Robert Philippe, qui va, avec l'aide de Pierre Garonner, façonner l'équipe de l'AS Saint-Étienne, qui va être champion de France quelques années plus tard, à partir de 74, et une grande partie des joueurs, 9 joueurs sur 11, 10 joueurs, si on compte la rentrée de Dominique Rocheteau à 7 minutes de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à Glasgow face au Bayern de Munich, 10 joueurs sur 12 ont été formés à l'AS Saint-Étienne. Les 2 autres étrangers ont été recrutés également par Pierre Garonner, mais non formés à l'AS Saint-Étienne. C'est ce que j'allais te demander. Cette finale 76 avec donc 10 joueurs sur 12 issus du centre de formation du club, c'est le point culminant de cette formation à la stéphanoise? Oui. Je pense que là, on avait atteint l'apogée, on va dire, de cette politique de formation lancée par l'AS Saint-Étienne. C'est quelque chose qui ne se verra plus, même si on peut avoir 4, 5, 6 joueurs actuellement formés au club, en équipe professionnelle, voire 7 déjà, mais 10 sur 12 en plus pour une finale de Coupe d'Europe des clubs champions, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça restera d'ailleurs, et je me rappelle en avoir discuté avec lui, puisqu'il se trouve que Pierre Garonner, pendant 1 an, a été mon voisin à Saint-Étienne, et on parlait beaucoup histoire, et souvent il me répétait que ça restera à jamais pour lui son bâton de maréchal. Quelque part, c'était une fierté pour lui, et pour lui, s'il y avait qu'une chose à retenir de cette politique de formation, c'était d'avoir recruté quelque chose qu'on ne verra plus. Oui, tous les joueurs qui disputent une finale de finale de Coupe d'Europe des clubs champions, c'est quelque chose d'unique, unique. L'ASS, n'oublions pas, a remporté donc la Gambardella en 70 avec Robert Philippe comme entraîneur. C'était pas la première. Il l'avait remporté déjà une fois en 1963, mais peu de joueurs étaient sortis de cette équipe Gambardella. Tandis que de cette équipe 70, 5 joueurs vont disputer ou seront présents sur la feuille de match lors de cette finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. En 77, Robert Philippe, toujours entraîneur, gagne un 3e titre de champion de France amateur, puisque l'ASS a été champion de France amateur en 56, on l'a rappelé au début de cette interview, en 59, et également donc en 77. Et c'est la dernière année en tant que directeur du centre de formation et responsable de l'équipe réserve de Robert Philippe, puisqu'à partir de 77, Robert Philippe reste au club mais appelé à d'autres fonctions, et c'est Guy Brier, un autre homme qui a marqué l'histoire du club, de la formation en particulier, qui va devenir directeur du centre de formation, qui va obtenir un 4e titre de champion de France amateur en 1980, avec une nouvelle génération de jeunes formés également par Pierre Garonner, du moins recrutés par Pierre Garonner. Et c'est vrai que là, on parle des hommes, mais il faut parler aussi des structures. Mais on va dire que, voilà, on a parlé du début de la formation de 55. Voilà, pendant 25 ans, on peut dire que la SS, jusqu'en 80, a véritablement été au top de la formation en France, imitée par d'autres clubs également. Je pense au Football Club de Nantes, au Football Club de Sochaux, etc. Mais Saint-Étienne a été précurseur et a montré l'exemple. Je voudrais juste finir sur cette partie. Parmi ces acteurs que tu as cités, est-ce qu'il y en a un qui a eu un impact plus particulier sur les valeurs que le public attend encore aujourd'hui de son équipe, et plus particulièrement des jeunes formés ici? Voilà, je vais citer pêle-mêle la solidarité, le courage, l'abnégation. Est-ce qu'il y en a un qui a été... comment je vais dire ça? Est-ce qu'il y en a particulièrement imprégné de ces valeurs? C'est ça. En fait, c'était un travail d'équipe. Tous étaient
intimement persuadé que c'était les valeurs, justement, à véhiculer, et comment ne pas les véhiculer à partir de jeunes formés à l'AS Saint-Étienne. C'était plus facile, ils étaient peut-être plus malléables. En plus, le plus souvent, Pierre Garonner arrivait à en recruter 2, 3, 4 par saison. En plus, ce sont des gars qui sont arrivés en même temps à l'AS Saint-Étienne. On va dire, se sont mariés en même temps, ont eu des enfants en même temps. Donc, comme les joueurs à l'époque restaient au club, le plus souvent c'était des contrats de 4, 5, 6, 7 ans pour Christian Lopez. À partir de là, c'était des joueurs qui étaient véritablement imprégnés des valeurs locales. Et quand ils se déplaçaient en ville, ils cernaient bien ce que l'ouvrier stéphanois, puisque Saint-Étienne est une ville minière, sidérurgique, métallurgique. Et donc, à partir de là, ils voulaient rendre à ce public fidèle et incarner les valeurs que eux étaient imprégnés tous les jours au quotidien dans leur travail. Donc, il y avait une osmose parfaite entre les valeurs que l'ASS voulait véhiculer. Il fallait en fait une équipe qui ressemble à son public. Et véritablement, on peut dire, oui, que ces jeunes formés avec des éducateurs hors pair, puisque Robert Philippe, d'abord Jean Snella, son père était mineur. Robert Philippe, il arrivait de Sarreguemines et d'une cité minière et lui-même imprégné des valeurs minières par la famille. C'était plus facile pour eux de comprendre ce que le public stéphanois attendait. Robert Philippe avait été joueur également à l'AS Saint-Étienne. Donc, il n'y a pas un seul homme qui était imprégné de ces valeurs. Je dirais que c'est tout un club, avec Roger Rocher également le président, puisque n'oublions pas que Roger Rocher est descendu 10 ans au fond de la mine, de 1936 à 1946. Donc, c'était toutes les strates, c'était tous les niveaux structurels du club qui étaient imprégnés de ces valeurs. Après, il fallait faire passer ce message, mais les joueurs étaient à l'écoute. Quand vous avez un Jean Snella ou un Albert Batteux ou un Robert Philippe qui vous éduquent, vous ne pouvez qu'écouter, puisque en fait le palmarès parle pour eux. Ce sont des géants du football français et ils ont eu la chance d'être à l'écoute de ces géants. On va attaquer du coup la dernière partie. Tu l'as dit, Saint-Étienne a obtenu beaucoup de résultats grâce à sa politique de formation, mais en quoi le club a été précurseur là-dedans ? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, avoir un homme qui fait des dizaines de milliers de kilomètres par an, qui voit des centaines de matchs, qui a des réseaux, il était le seul à l'époque pratiquement à avoir ces réseaux. Je parle évidemment de Pierre Garonner. On avait un temps d'avance, 10 ans d'avance. Et en plus, quand il allait voir la famille, il savait les convaincre. Et en plus, à partir de 72, va être créée une structure en verre, VE2RE, le bâtiment administratif, et les joueurs occupaient le dernier étage. Et Jean Olexiac, dès 1968, lui qui était un ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, venait leur enseigner, d'un point de vue général, parce que tous les joueurs ne pouvaient pas réussir. Donc on formait des joueurs, mais il fallait former également des hommes. Et à partir de cet enseignement général dispensé par Jean Olexiac, on pouvait convaincre les familles et leur dire, voilà, vous allez intégrer l'AS Saint-Étienne avec des structures exceptionnelles et de plus, votre garçon pourra poursuivre des études également au sein de l'AS Saint-Étienne. Donc on a été précurseur avant le lycée Tesna du Moncel dans les années 90, à partir de ce travail de fond qui avait été réalisé par l'AS Saint-Étienne avec Pierre Garonner et Jean Olexiac. Donc les structures vont se poursuivre au sein du club, puisque dans le cadre de la
de la rénovation du stade Geoffroy-Guichard pour l'Euro 84, il est bien évident qu'il y a un étage qui est consacré à la formation. Donc les jeunes vivent au stade Geoffroy-Guichard. Jusqu'en 92, 93, les joueurs 92, vous voyez, vont rester donc au stade Geoffroy-Guichard. Après, du fait de la création du centre de formation qui va être inauguré au printemps, mars-avril 97, il va y avoir une période où les joueurs vont être à la Tour en Jarret, mais depuis mars-avril 97, les joueurs sont maintenant à quelques kilomètres du stade Geoffroy-Guichard, dans des structures que beaucoup de clubs nous envient. Le centre de formation de l'AS Saint-Étienne, donc à l'Étra, qui est rénové assez régulièrement, surtout dans ces dernières années. Et donc, véritablement, l'AS Saint-Étienne est doté d'un outil de travail remarquable pour former ces jeunes. Et d'ailleurs, nous l'avons vu, puisque l'AS Saint-Étienne a obtenu donc ce dernier trophée, cette Coupe Gambardella 2019. Donc, c'est cette politique de formation qui s'est poursuivie dans le temps, puisque après Guy Brier, il y a eu d'autres directeurs de centres de formation qui ont laissé leurs pattes. Alors, c'est vrai qu'avec un turnover plus important, mais qui correspondait également à un turnover plus important au niveau des joueurs. Tout le monde ne peut pas réussir, mais l'AS Saint-Étienne forme des jeunes, des hommes avant tout, et des jeunes qui tous ne pourront pas jouer en Ligue 1 ou à l'étranger dans l'élite, mais qui peuvent jouer en Ligue 2, en National ou dans des équipes amateurs. Donc, on a un grand nombre de joueurs formés à la Saint-Étienne qui, cette saison, par exemple, jouent un peu partout en Europe. Donc, c'est une continuité de l'histoire de la formation à Saint-Étienne, impulsée par Jean Snella en 55. Mais on peut dire qu'il n'y a pas eu véritablement de cassure. Bon, c'est vrai que on a plus tendance à faire confiance à des jeunes dans des moments difficiles du club. Je pense en particulier en 84. On n'était pas descendu depuis 22 ans en deuxième division, à l'étage inférieur. Et là, un grand nombre de jeunes formés au club, encadrés par des joueurs d'expérience comme Jean Castaneda, mais qui avait été formé aussi au club, ou Roger Mila. Voilà, mais pratiquement la totalité de l'équipe, c'était des jeunes formés au club. En 99, 3 ans après être descendu en deuxième division, ce sont également des jeunes encadrés encore une fois par des joueurs d'expérience, mais pas mal de jeunes qui composent cette équipe stéphanoise qui va retrouver l'élite du football français. Idem en 2004. Donc par la force des choses, souhaité ou contraint, on peut dire que les jeunes correspondent souvent à des très bonnes périodes de l'histoire du club. Qui plus est, le spectateur, le public stéphanois, se reconnaît d'autant plus dans un jeune formé au club. Ça fait partie, voilà, encore une fois, de l'histoire avec un grand H de l'AS Saint-Étienne. Les jeunes et l'AS Saint-Étienne. Voilà, c'est véritablement, oui, comme je vous l'ai dit en préambule, véritablement un des socles structurels de ce club. Alors, on a beaucoup parlé au passé, forcément, mais je voudrais finir par un peu de prospective. Le football est devenu mondialisé avec des mouvements de joueurs à travers toute la planète, mais l'AS Saint-Étienne semble encore miser beaucoup sur la politique de formation. Est-ce que c'est encore un sujet, un modèle d'avenir, selon toi ? Plus que jamais. Les plus beaux succès de l'AS Saint-Étienne l'ont été avec des jeunes. C'est d'actualité. Claude Puel, l'entraîneur actuel, lance énormément de jeunes également. Plus que convaincu, je dirais que l'histoire de l'AS Saint-Étienne s'est écrite, s'écrit et s'écrira plus que jamais avec des jeunes formés au club, avec des éducateurs de grande qualité. Ne pas oublier également
les bénévoles, mais si tout le monde tire dans le même sens, c'est véritablement dans la culture de l'AS Saint-Étienne, au cœur de cette culture, et c'est indispensable, je dirais. On n'a pas les moyens financiers de certains autres clubs français, je pense à Paris, à Marseille, qui forment peu de jeunes, mais qui ont plus une politique de, on va dire, de vedettariat. On va dire que les succès de demain, j'en suis convaincu, s'écriront avec la jeunesse stéphanoise. Avant de se quitter, si tu le veux bien, je voudrais terminer par un petit jeu. Est-ce que tu accepterais de désigner celui qui est pour toi le meilleur joueur de l'histoire du club formé ici, ou éventuellement une équipe type de 11 joueurs? C'est pas possible, parce que c'est un sport d'équipe. Et à partir de là, je serais plus enclin à citer 11 joueurs, mais vous les citez comme ça, surtout par génération. Donc voilà, il y a des jeunes, c'est sûr, qui ont marqué l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Le capitaine stéphanois, malheureusement, qui est blessé actuellement, a été formé au club, et c'est un exemple. Il est dans la continuité, Loïc Perrin, de ce travail entrepris par l'AS Saint-Étienne dans le temps. Donc voilà, c'est plus au-delà d'un homme, d'un joueur, d'une équipe. Je dirais encore une fois, c'est la volonté d'un club de réussir avec des jeunes. Et donc, il y aura toujours des jeunes par génération et donc par décennie. On pourra toujours en citer un, et espérons que ça soit toujours le cas pour les années 2020. Cette fois, j'en arrive à ma toute dernière question. On se connaît depuis maintenant quelques années, et c'est toujours impressionnant de te voir citer de tête tel match, telle date, tel joueur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as construit cette mémoire stéphanoise? C'est tout simple. Il y a deux facteurs, je pense. Le premier, c'est la nature. Chacun a ses qualités plus ou moins affirmées, des qualités plus ou moins affirmées, des défauts comme chacun. Mais bon, c'est vrai que la nature m'a doté d'une bonne mémoire. D'ailleurs, j'ai effectué des études de pharmacie, et pour obtenir ce diplôme de docteur en pharmacie, il est vrai que la mémoire était très utile, ouais. Donc, et comme je lis énormément sur l'histoire du football en général et l'histoire du sport en général, parce que je te parle de football et de l'AS Saint-Étienne en particulier, mais je suis autant passionné par le rugby, par d'autres sports également. Donc, en fait, moi, j'ai appris pratiquement à lire et à écrire à travers l'équipe, France Football, ou des journaux ou des livres sur le sport en général, parce que je me suis imprégné de ces plumes extraordinaires dans chaque activité sportive, en matière de rugby, d'athlétisme, de boxe. Il faut lire France Football et l'équipe des années 50. Ce sont des pages pratiquement de littérature. En cyclisme, quand vous lisiez Monsieur Blondin, bon ben voilà, c'est pratiquement des personnes qui auraient pu avoir des prix de littérature. C'est voilà. Donc j'ai été imprégné tout petit. D'autre part, les aléas de la vie ont fait que j'ai vu énormément de matchs déjà tout petit, et donc quand vous êtes en famille, vous êtes d'autant plus imprégné de ces matchs que vous voyez en direct. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matchs télévisés, et moi j'avais la chance, la grande chance de pouvoir être dans le stade. Alors dans le stade à Geoffroy-Guichard, mais également à l'extérieur. J'ai appris la géographie de la France aussi en me déplaçant partout dès l'âge de 9 ans, partout en France. Donc, ça fait partie de ma culture personnelle. Cette mémoire est entretenue évidemment en tant qu'historien du club, et tous les contacts que je peux avoir au musée en tant que conservateur. Il est évident que
depuis 7 ans pratiquement, puisque le musée a ouvert il y a 7 ans, j'ai rencontré énormément de personnes, mais aussi avant, puisque en fait le travail de création d'un musée ne s'est pas fait du jour au lendemain, et dès la fin des années 90, j'ai commencé à travailler sur ce sujet de création du musée. Qui dit musée dit histoire, qui dit histoire dit match. Donc ça a été d'autant plus facile pour moi de me mettre au service, puisque moi je me considère comme un ouvrier, un serviteur du club, et qui a eu beaucoup de chance de voir autant de matchs. Et comme beaucoup de générations de joueurs depuis 70 m'ont connu tout jeune supporter, j'ai retrouvé des photos là dernièrement des années 70 où je suis avec des joueurs des années 70, je ressors d'un entraînement, voilà, et donc en discutant avec eux, et puis ils m'ont intégré pour la plupart comme si j'avais joué avec eux, comme si j'étais un peu leur petit frère, et donc ça a été plus facile pour la création du musée, pour avoir également toutes ces pièces, etc. Mais surtout d'avoir le privilège, et là je dois dire que c'est un privilège d'être invité souvent à des soirées où en fait ils sont tous ensemble, et je suis pratiquement le seul invité qui n'est pas joué, qui ne fassent pas partie de l'effectif professionnel. Et là, je bois leur parole, parce que on peut avoir une idée à travers la presse de tout ce qui s'est écrit sur l'histoire d'AS Saint-Étienne. Mais quand vous êtes avec eux à table et qu'ils vous racontent que ce qu'ils ont vécu eux dans les vestiaires, dans l'intimité, là vous rentrez véritablement dans ce que eux ont vécu de l'intérieur et qui ne racontent jamais. Et donc là je suis un privilégié, et donc je me nourris de ces histoires pour la raconter après lors de conférences ou lors de visites guidées ou auprès de visiteurs qui viennent au musée. Et pour moi, c'est un réel bonheur, parce que je pense que j'ai eu de la chance, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, de voir autant de matchs depuis 1970. Là, cette année, je fête, en fait, c'est comme une fête, oui, c'est comme un anniversaire plutôt, 50e anniversaire. Voilà, je me rappelle fin mars 70, où j'ai lu mon premier article sur l'AS Saint-Étienne, et 2 mois après, j'étais en finale de Coupe de France avec mon père, le 31 mai 70, pour cette finale de Coupe de France. Et après, nous avons enchaîné un nombre incalculable de matchs à la maison, à Geoffroy Guichard, ou à l'extérieur. Donc, j'ai eu une chance inouïe. Et donc, je me dois d'être un peu comment vous dire, un passeur de, voilà, je suis là également pour assurer une continuité de cette histoire dans le temps, la raconter, parce que personne n'est éternel, et à partir de là, voilà, il y aura une continuité sur les 50 dernières années. Encore une fois, comme je l'ai vécu, c'est plus facile pour moi, et j'ai la mémoire des dates. C'est valable en matière de football, mais pour tout autre événement sportif également, politique, historique dans l'histoire de France. C'est quelque chose qui est en moi. J'ai la mémoire des dates. Donc j'ai envie de dire, voilà, je fais pas d'efforts particuliers. On va terminer là-dessus. Philippe, merci en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. Et puis donc, rendez-vous au musée pour venir découvrir cette expo temporaire. Merci. Merci à Philippe pour sa disponibilité, et merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce numéro de Dessous de Verre vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un pouce bleu sur YouTube, à en parler à vos proches et sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça nous sera très utile pour le faire connaître et continuer à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens. Vous souhaitez prolonger la conversation, faire des remarques, donner des idées ? Ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse dessous-de-verre@gmail.com, et on se retrouve le mois prochain. Ciao !